Madame, Monsieur, bienvenue dans InfoSoir Week-end. Voici les titres de votre édition. L'atterrissage à Marrakech des premiers vols commerciaux en provenance de Tel Aviv, une aubaine pour les 800 000 Marocains établis en Israël et particulièrement attachés au royaume. Coup d'accélération dans la campagne nationale de vaccination avec l'ouverture jusqu'à 20h des centres de santé, de quoi porter le nombre des personnes totalement traitées bien au-delà des 10 millions actuels. La lutte contre le coronavirus en bonne place dans la presse nationale, c'est ce que nous dira Mamadou Diaye dans son tour d'horizon des quotidiens et des hebdos. Enfin, nous lèverons le voile sur la découverte d'un ancêtre du crocodile moderne. Stéphane Jouve, spécialiste mondial et grand connaisseur du Maroc, nous dira tout sur le sujet. Jamais un avion en provenance d'Israël n'avait directement atterri au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Ce dimanche 25 juillet restera donc dans l'histoire et dans les mémoires des 350 passagers qui sont arrivés cet après-midi à Marrakech. Ils avaient embarqué quelques heures plus tôt à bord de 2 appareils qui ont décollé de Tel Aviv. Le récit d'Amina Ben Khalq sur des images de Mohamed Cheima. Atterrissage des 2 premiers vols Tel Aviv-Marrakech. Émouvant pour les voyageurs d'origine marocaine venus d'Israël. Premier réflexe pour certains d'entre eux, immortaliser ce moment particulier avant même de fouler le sol marocain. Pour nous, c'est un jour historique de pouvoir venir directement depuis Tel Aviv jusqu'à Marrakech, pouvoir renouer avec nos racines. Magnifique, on est très content qu'il y ait des vols directs maintenant pour le Maroc, on adore le Maroc. Très heureuse. Après 3 ans, je n'ai pas vu ma famille. Au moins 3 vols hebdomadaires seront programmés entre Tel Aviv et Marrakech dès les prochaines semaines. Une bonne nouvelle pour une diaspora marocaine estimée à 800 000 personnes. Je suis heureux d'assister à l'établissement de liaisons aériennes directes entre les 2 pays. Cela ne fera que renforcer les liens existants entre nos 2 peuples. Entre visites familiales ou voyages d'affaires, les nouvelles liaisons aériennes devraient attirer 200 000 voyageurs israéliens dès la première année, selon l'ONMT. C'est un couronnement d'abord d'une décision importante qui a été prise par le Maroc pour la reprise des relations entre les 2 pays. Et c'est aussi un couronnement des efforts qui ont été déployés par l'Office national marocain du tourisme et le ministère de tutelle et tous les ministères des Affaires étrangères aussi. Cette journée a également été marquée par la signature entre l'ONMT et la compagnie aérienne El Al d'un mémorandum d'entente. Il définit le cadre de la promotion de la destination Maroc. La cité ocre où nous retrouvons en direct et en duplex Hadja Houda Belkadil Helloui. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes originaire de Tétouan, établi en Suisse où vous êtes né et vous étiez aux premières loges des arrivées de ces Marocains en provenance d'Israël. Et pour cause, puisque vous avez contribué activement à l'accueil festif qui leur a été réservé. Racontez-nous comment tout cela s'est organisé. Bonsoir Ouadé, bonsoir à tous les Marocains du monde. Comme vous avez précisé, je suis une Marocaine résidente à l'étranger, donc je salue tous les Marocains du monde ainsi que tous les Marocains du Maroc, de Tanger à Al-Bouira. Ouadé, comment j'ai organisé? Je l'ai su en début de semaine que les avions israéliens allaient atterrir sur le sol marocain et j'ai improvisé. J'ai pris mon billet, je suis arrivée et sur place, dès que je suis ressortie de l'aéroport, j'ai organisé le groupe Issawa, qui est notre groupe de musique ancestrale où tout le monde s'est retrouvé. Et j'ai été au marché des fleurs à Marrakech pour préparer 400 fleurs pour accueillir nos frères et sœurs d'Israël. Vous avez eu l'occasion par le passé, Houda, à l'aide de vous rendre en Israël et vous me disiez en préparant cet entretien que c'était aussi une manière pour vous de rendre l'appareil aux Marocains établis là-bas. Comment est-ce qu'ils vous recevaient ? Alors tout à fait, Ouadé, j'ai été plusieurs fois en Israël et l'accueil des Marocains d'Israël est tout à fait remarquable. Ils sont très, on voit tout de suite la joie dans leur visage et les yeux s'écarquiller lorsqu'on leur dit qu'on est du Maroc. Donc c'est les étreintes, les embrassades, les questions. Ils nous posent des questions sur notre pays et tout ça, tout l'intérêt qu'ils ont pour le Maroc et tout cet amour qu'ils ont pour le Maroc et toute cette manière de m'accueillir
dire, à partir de la sécurité aéroport, hein, je parle de tout le monde, de tous les civils dans les souks, partout. Dès qu'on entend que vous êtes du Maroc, c'est juste magique. C'est comme un membre de la famille qui est là chez eux, et donc j'avais besoin de leur rendre hommage aujourd'hui avec cette présence à l'aéroport, avec cet accueil qui, je l'espère, restera mémorable pour tout le monde, car nous tenons vraiment à vivre ces moments avec nos frères et sœurs israéliens. En quelques mots, Houda Belkadi, s'il fallait retenir une image de cette journée, quelle serait-elle ? Alors, retenir une image de cette journée, d'abord j'aimerais préciser que nous étions deux sur les lieux. Avec moi était Latifa Chakri de l'association Amewa. Donc nous avons décidé de nous habiller avec des tenues locales, Latifa et Sahraouia. Moi je suis originaire de Tétouan, donc on s'est imaginé donc Montanja Le Gouera. Représenter des Marocains civils, et ce que je dois retenir aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est la joie, l'émotion, les invocations pour le peuple marocain, les invocations pour notre roi, que Dieu lui prête longue vie, toute cette joie qui nous rassemble. Je retiens cette famille marocaine éloignée qui aujourd'hui va être rassemblée avec tous les Marocains du monde. Merci, on sent en tout cas identique, avec des vols directs, avec le même accueil. Encore voilà. Dans votre voix. Merci beaucoup Houda Belkadi El-Heloui d'avoir été avec nous en duplex de Marrakech. Merci pour l'invitation et merci beaucoup. Merci à vous. Les liens avec les Marocains établis en Israël sont appelés à se renforcer, notamment à la faveur de la visite opérée cette semaine à Ouarzazate du président fondateur de l'association d'amitié Maroc-Israël. C'est la première info de ce tour des régions en 80 secondes, piloté par Jaziel Hammari. Ouarzazate, cette destination veut séduire les visiteurs de confession juive. En plus des lieux saints qui s'y trouvent, la ville ambitionne de promouvoir le tourisme auprès notamment des 800 000 Marocains établis en Israël. C'est dans ce sens qu'une convention de partenariat a été signée entre le Conseil provincial du tourisme et l'association d'amitié Israël-Maroc. À 2 pas de Safi, ce petit coin de paradis vient de bénéficier d'une cure de jouvence d'un budget de 30 millions de dirhams. Ce projet a permis de goudronner plus de 2 km de route, créer des espaces verts ou encore construire des terrains de proximité. Le moyen d'attirer à la fois les habitants de Safi, mais aussi les touristes de passage dans la région. Dans la capitale spirituelle, ces bénévoles s'activent au sein du service de pédiatrie du CHU Hassan II. Les bras chargés de cadeaux, ils ont apporté de la joie en cette période de Eid al-Adha aux jeunes patients notamment atteints de cancer. Un geste symbolique qui prouve que la générosité en ces temps de fête peut dessiner les sourires sur les visages de ces enfants. Du côté d'Oujda, c'est micro à la main que cette femme incite ses concitoyens à respecter les gestes barrières. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, les autorités locales et la société civile ont décidé de lancer cette campagne de sensibilisation. Une façon d'alerter sur les dangers du virus et du variant Delta, mais aussi appeler la population à se faire vacciner. Le respect rigoureux des gestes barrières s'impose d'autant plus que le nombre des cas de contamination atteint des records après les 5500 d'hier. Le ministère de la Santé a recensé 4110 nouveaux cas au cours de ces dernières 24 heures. Dans le même temps, 1525 personnes se sont débarrassées de la maladie. Quant au nombre de morts, il atteint, vous le voyez, les 30. Et dans cette guerre contre le coronavirus, l'autre arme essentielle reste le vaccin. Tout est fait pour accueillir les candidats au traitement dans les meilleures conditions et délais, puisque les centres de santé, ouverts 7 jours sur 7, ne ferment désormais plus qu'à 20 heures. C'est ce que nous avons constaté du côté de Rabat avec Bouchara Raif, Mustafa Sadouni et Samia Harissi. Plus d'excuses pour les retardataires et ceux dont les horaires de travail ne permettaient pas d'aller se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Les centres de vaccination anti-Covid seront désormais ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à 20 heures. Objectif, accélérer le processus de vaccination et l'immunité collective. Les gens n'ont plus d'excuses, c'est vraiment l'occasion de se faire vacciner. C'est une excellente initiative prise par le ministère de la Santé. J'appelle les jeunes à aller se faire vacciner pour que nous réussissions à stopper la propagation du virus et que la pandémie disparaisse. Les gestes barrières sont également particulièrement importants pour tenter d'arrêter la détérioration de la situation épidémiologique.
Nous exhortons les citoyens au respect des mesures sanitaires qui sont la distanciation, le port du masque, l'hygiène des mains par le lavage au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Le ministère a appelé les citoyens à ne pas sous-estimer la menace qui plane sur le pays depuis l'apparition des cas de variants mutants qui se propagent rapidement et qui sont extrêmement contagieux. Et cela porte à 9,8 millions le nombre de personnes ayant reçu les 2 doses du sérum anti-Covid sur quelques 11,75 millions traités. La lutte contre le Covid-19 toujours en bonne place dans nos journaux, comme a pu le relever Mamadou Dieye. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Wadir. Et votre revue de presse est donc dominée par la pandémie. On commence avec les quotidiens. Et cela du fait au relâchement observé sur le terrain. Un scénario catastrophique n'est pas exclu, s'alarment les inspirations éco. Conséquence, les restrictions anti-Covid et le retour des inquiétudes chez les professionnels, titre le journal. À Casablanca, Setat, où les cas explosent, la wilaya appelle à la vigilance. Titre aujourd'hui le Maroc, elle exhorte les populations à aller se faire vacciner. La limitation de la propagation du coronavirus constitue l'élément déterminant pour la continuité des activités économiques sans restriction aucune particulière, justement, poursuit le quotidien. Il n'y a pas que des mesures restrictives. Dès à présent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les centres de vaccination travaillent tous les jours jusqu'à 20h. Rappelle aussi le 360, une campagne de vaccination élargie qui s'adresse aux personnes âgées de 30 ans et plus, on va dire. Et dans les hebdos, Mamadou, la Vie Éco s'interroge sur la possible fragilisation de la relance à cause de la situation sanitaire. La demande intérieure continue de prendre de la vigueur. Cependant, la remontée des infections fait planer beaucoup d'appréhension, précise l'hebdomadaire. Et pour poursuivre, l'économie a une peur bleue de la pandémie. Dans les colonnes de reporter.ma, le témoignage d'une femme au foyer au sujet des menaces que représente le variant Delta sur les activités entrepreneuriales de son mari. Un récit poignant qui rappelle la nécessité de respecter justement les gestes barrières. Une des solutions à ce virus et à ses variants, c'est la production de vaccins. Un projet dans lequel le Royaume s'est lancé. À ce propos, le chiffre de 5 millions de doses par mois reste très réalisable, nous dit Abdelmajid Belaïch, membre de la Société marocaine de l'économie des produits de santé. Il décrypte ici les enjeux liés à ce projet dans Finance News Hebdo. Merci beaucoup Mamadou et à la semaine prochaine. La pandémie du coronavirus qui menace l'Afrique et en particulier un pays comme la Tunisie. Après 2 semaines très difficiles, le service de santé national est en train de reprendre son souffle grâce aux aides étrangères envoyées notamment par le Maroc la semaine dernière. Les autorités ont pu compter aussi sur l'engagement des membres de la diaspora, autant d'efforts qui ont permis par exemple de porter le nombre de lits en réanimation de 90 avant la crise sanitaire à 500 actuellement. La solidarité du Maroc avec la Tunisie n'est pas un cas isolé. Au cours de ces derniers mois, le Royaume, sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI, n'a pas hésité à venir en aide à plusieurs pays en difficulté. Retour sur ces initiatives humanitaires en prévision de la commémoration de la fête du trône. C'est avec Oussama El-Bqali et Souad Zatraoui. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de Covid-19 est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité a été confrontée. Un genre de défi auquel aucun gouvernement ni aucun organisme ne peut faire face seul tant il est complexe. Faisant face à une explosion de cas depuis le début de l'été, la Tunisie a pu compter sur une importante contribution du Royaume qui a acheminé par avion militaire des unités de réanimation complètes pour aider le pays à baisser son taux de mortalité, le plus élevé du continent. Je suis venu apprécier de mes propres yeux la contribution de nos frères marocains, dont un grand nombre est venu chez nous prodiguer une aide précieuse qui permettra aux Tunisiens de tenir bon. Il y a près d'1 an, le 4 août précisément, aux alentours de 18h heure locale, 2 explosions dans le port de Beyrouth font 207 morts et plus de 6500 blessés. En pleine pandémie, ce drame secoue le Liban mais également le monde entier. Le Maroc dépêchera sur place un hôpital militaire qui, dès le 11 août, a commencé à prodiguer des soins aux populations libanaises dévastées par la catastrophe. Nos remerciements au Royaume du Maroc et à la personne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous avons vu un grand élan de solidarité du peuple marocain. C'est un don très important au peuple et à la nation libanaise.
Le 17 mai 2021, face à l'urgence humanitaire en Palestine, le Maroc envoie 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couverture. Une aide s'inscrivant dans le cadre de cette tradition du royaume à toujours répondre à l'appel des peuples en crise, particulièrement les Palestiniens dont la cause est placée par le Maroc comme cause nationale tant elle préoccupe tous les Marocains. Le royaume du Maroc est toujours le premier à répondre à notre appel. Tous nos remerciements à son roi et à son peuple. Dès juin 2020, le royaume s'est distingué en envoyant des aides médicales à 15 pays de la région africaine afin de soutenir leurs efforts contre la pandémie. Contre cette menace commune, le monde a plus que jamais besoin d'être solidaire et complémentaire. Le Maroc n'a cessé d'en donner l'exemple. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez surtout pas. Un surfeur marocain sur une bonne vague et un nageur tunisien comme un poisson dans l'eau, c'est à suivre dans la chronique sport de Mehdi Foudi. À découvrir également le coup de pinceau aussi déroutant qu'impressionnant de Mohamed Saïd Chahir, l'artiste tangérois, et ce soir, l'invité de votre édition. Et tout de suite, dans notre rubrique Demain à la Une et sur Deuxième, intéressons-nous à la réunion du GIEC qui débute ce lundi. À distance, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat se penchera pendant 2 semaines durant sur son 6e rapport à 100 jours de la COP26 prévue à Glasgow. Rizlan Taibi. Depuis le dernier rapport d'évaluation du GIEC en 2014, la science a largement progressé, alors que très récemment, il était impossible d'établir un lien de causalité entre un événement météo précis et le réchauffement climatique. La science dite d'attribution permet désormais de le faire. Maintenant, on a besoin de se tourner de plus en plus vers les solutions. Donc, comment atténuer ce changement climatique, comment le combattre ? Et aussi des solutions à la question de l'adaptation, c'est-à-dire de savoir comment on va pouvoir faire avec les conditions climatiques qui sont inévitables. Pour espérer limiter le réchauffement à 1,5 degré comme le stipule l'accord de Paris, il faudrait réduire chaque année les émissions de 7,6% en moyenne entre 2020 et 2030. Et afin d'inverser ces tendances, il faut absolument limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, sortir du charbon, du pétrole et du gaz et protéger les puits de carbone, comme l'expliquent plusieurs experts. Et comme tous les dimanches, nous vous proposons notre sélection des personnalités qui ont fait l'actu. Et on commence avec le président malien de transition, Assimi Goïta, qui a échappé de justesse mardi dernier à une attaque au couteau juste après la prière de l'Aïd al-Adha. Lui n'a pas encore 18 ans et pourtant il s'est offert un voyage dans l'espace. Le néerlandais Olivier Damen faisait partie des passagers qui ont accompagné mardi Jeff Bezos lors du premier vol de la capsule Blue Origin. Ce basketteur grec s'appelle Giannis Antetokounmpo, j'ai réussi à le dire. En finale, il a permis à son équipe des Bucks de Milwaukee de l'emporter en inscrivant 50 points. C'était la 7e fois que cela arrivait dans l'histoire de la NBA. Et un explorateur, pour finir, l'Américain Hiram Bingham. Il est resté dans l'histoire comme celui qui a découvert la cité inca du Machu Picchu au Pérou. Hier, cela faisait 110 ans, jour pour jour. Autre découverte bien plus récente, vendredi dernier au Chili, cette fois, des paléontologues sont tombés sur un squelette fossilisé d'un ancêtre du crocodile moderne, vieux de 150 millions d'années. Il a été exhumé dans les montagnes du sud du pays. Annonce faite par le musée argentin des sciences naturelles. L'espèce baptisée Burkessucus malingrandensis est répertoriée par les scientifiques depuis 2014. Et pour en percer certains des mystères, nous retrouvons en duplex d'Orléans, en France, l'un des spécialistes mondiaux des crocodiles. Stéphane Jouve, bonsoir et bienvenue. Vous avez notamment mené votre thèse sur le site de Khorebga, ici, dans notre pays. Alors dites-nous ce que ce nouveau squelette nous a permis d'apprendre sur l'ancêtre des crocodiles. Bonsoir. Alors, effectivement, c'est une découverte très intéressante. On avait une image assez partielle de l'origine de des crocodiles au sens très très large.
On savait que les formes très anciennes, enfin l'origine des crocodiles sont des formes plutôt continentales, avec des membres fins, longs, agiles, donc des animaux qui chassaient vraiment sur le continent terrestre, pas du tout aquatique, et des formes un peu plus modernes qui étaient aquatiques. Et là, cette forme-là semble présenter des caractéristiques des deux groupes, avec notamment au niveau de l'oreille des particularités qui sont vraiment entre ces formes terrestres et les formes aquatiques. Et pareil pour les membres, avec des membres antérieurs qui sont plutôt des membres proches des membres que l'on observe chez les formes terrestres, et des membres postérieurs qui sont plutôt anatomiquement proches des formes aquatiques. Donc une espèce un petit peu intermédiaire entre des formes anciennes terrestres et des formes un peu plus récentes aquatiques. Est-ce que vous diriez que cette espèce explique en fait comment est-ce que le crocodile est passé d'un animal strictement terrestre à un animal aquatique, amphibique? Bien, ça donne quelques clés, puisque a priori c'est pas complètement lié à un mode de vie aquatique, puisqu'on a retrouvé cette espèce vraiment dans un milieu très continental avec des dinosaures et d'autres animaux vraiment complètement terrestres. Donc probablement qu'on a une forme qui est plutôt continentale. Elle est de petite taille, hein. On a un crocodile qui fait 70 cm de long. On n'a pas retrouvé dedans, donc on ne sait pas trop son régime alimentaire, mais il est probable qu'il était un petit peu à cheval sur les deux environnements. Peut-être qu'il allait un petit peu en rivière, et puis qu'il passait pas mal de temps sur le continent. Donc ça donne une clé pour avoir des indices sur cette transition entre les formes vraiment complètement terrestres et des formes pratiquement complètement aquatiques. Est-ce qu'on trouve ce type d'espèce au Maroc? Alors on trouve d'autres espèces, plutôt des deux groupes d'ailleurs, des deux groupes, des formes complètement terrestres et des formes aquatiques. Alors beaucoup plus de formes aquatiques un peu plus récentes, un peu plus liées, un peu plus proches des formes actuelles, et notamment du côté de Rouliga ou dans les phosphates du Maroc. On a pu trouver des formes qui étaient vraiment extrêmement intéressantes, avec des gisements qui sont à cheval sur la crise, vous savez, la fameuse crise qui a fait disparaître les dinosaures. Eh bien, à Rouliga, on a des crocodiles qui sont avant la crise et qui sont aussi présents après la crise. Donc c'est vraiment un gisement qui est de première importance pour étudier l'impact de la grande crise qui a fait disparaître les dinosaures sur les crocodiles, et puis tester un petit peu les différentes théories sur cette crise. Et ce sont des recherches que vous menez encore actuellement au niveau du site de Rouliga? Oui, tout à fait. On travaille d'ailleurs pas que sur Rouliga, on travaille en partenariat bien sûr avec l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, pour cette partie de Rouliga, mais on a d'autres études en cours, notamment avec des collègues de l'université Hassan II à Casa, et sur une autre partie du Maroc qui est à Darla, donc beaucoup plus au sud. Donc le Maroc est vraiment le paradis des paléontologues, et les crocodiles n'échappent pas à la règle. On a beaucoup de crocos au Maroc qui sont extrêmement intéressants d'étudier, et on le fait avec les collègues marocains, et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Stéphane Jouve, paléontologue spécialiste mondial des crocodiles. Vous étiez en duplex et en direct avec nous depuis Orléans. Place à présent à l'actualité sportive en compagnie de Mehdi Foudi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Wadi. Et direction Tokyo où les JO commencent avec notre surfeur national. C'est clairement une lueur d'espoir, Wadi. Ramzi Bourriam a mis tout le monde d'accord lors de son entrée en lice à Tokyo. Une première mission accomplie pour le porte-drapeau marocain qui a décroché son ticket avec brio pour les huitièmes de finale de l'épreuve de surf. Bourriam y est parvenu grâce à une belle prestation. Il termine deuxième de la 4e série de qualification avec un total de 10,23 unités. Le Marocain a devancé le champion du monde et favori, l'Américain John Florence. C'est l'Australien Owen Wright en tête de série qui a pu faire mieux avec 10,40 unités. Nous souhaitons bien sûr une très bonne chance à Ramzi Bourriam qui retrouvera demain matin le Français Michel Bourrez. Une place en quart sera en jeu. Lui est tunisien et il s'est senti aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. C'est un exploit miraculeux et c'est le moins que l'on puisse dire.
Rien n'est impossible dans le sport. La prouesse d'Ahmed Ayoub Hafnaoui en est parfaitement la preuve. À 18 ans seulement, le prodige tunisien a décroché brillamment l'or olympique en natation, une performance saluée par la légende Michael Phelps. En position d'outsider avant le départ, le Tunisien s'était lancé dans le 8e couloir pour empocher une victoire surprenante sur le 400 mètres nage libre. Une surprise en un temps de 3 minutes, 43 secondes et 36 centièmes. Hafnaoui s'est imposé face à des adversaires américains et australiens ultra favoris. Il offre ainsi à son pays sa première médaille d'or à Tokyo. Et pour finir, les débuts marquants et remarqués d'Achraf Hakimi, c'est au PSG. Il est entré en jeu à la mi-temps et n'a pas tardé à trouver le chemin des filets. Achraf Hakimi revient en force après s'être débarrassé du Covid. Il débloque déjà son compteur de buts avec le Paris Saint-Germain. C'était lors du match amical hier soir face à Orléans. Après la pause, le latéral droit marocain a permis au club parisien de l'emporter sur la plus courte des marges. Fidèle à ses habitudes, un appel de balle, un contrôle et une finition qui ne laisse aucune chance au portier adverse à la 63e minute. Une prestation qui rassure et un signal fort pour l'entraîneur Pochettino qui devrait sans doute compter sur lui la saison prochaine. Donc à suivre pour Hakimi. Merci beaucoup Mehdi Foudi. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. On reste dans l'univers sportif avec une discipline qui compte de plus en plus d'adeptes au Maroc. Le parcours avec un cas aidé en ville au milieu du mobilier urbain. Désormais codifié, il a fait l'objet d'une compétition nationale il y a quelques jours à Casablanca. Les meilleurs athlètes marocains se sont affrontés sur un circuit semé d'embûches. Un véritable parcours du combattant qui requiert à la fois force et agilité. Et derrière cet événement, on retrouve notamment le vice-président de la Fédération royale marocaine des sports urbains qui est avec nous en direct et en duplex. Bonsoir Mounir Messari, bienvenue. Le parcours est à l'origine l'expression d'une quête de liberté, de jeunes qui s'amusaient à sauter de toit d'immeuble en toit d'immeuble. Comment s'est opérée la conversion vers une discipline sportive ? Bonsoir Wadi, déjà merci pour l'invitation et merci de parler de ces sports qui évoluent au Maroc, en l'occurrence le parcours. Alors pour l'histoire du parcours, déjà nous au Maroc, on avait il y a longtemps ce qu'on appelait les Ahmed Moussa, si vous vous rappelez. C'était ces jeunes-là qui faisaient des pirouettes, des 360. Ça a évolué en sautant des obstacles, en sautant d'immeuble en immeuble, et c'est devenu un sport reconnu maintenant parce qu'il y a une fédération internationale qui s'appelle l'IPF, International Parkour Federation, auquel nous sommes affiliés grâce à la Fédération royale marocaine de sport. Et dernièrement, on a eu le championnat du Maroc, on a eu vraiment des talents exceptionnels. Le premier championnat qui s'était effectué, c'était il y a un an, en 2020. On a eu la visite du président de la Fédération internationale qui a non seulement assisté au championnat, mais aussi fait des ateliers et donné des certificats aux juges et aux coachs. Alors votre fédération, Mounir, regroupe également le roller, le skateboard, le freestyle foot, la trottinette. Tiens donc, ça ne fait pas un peu beaucoup pour une seule et même fédération ? Au fait, oui, beaucoup, oui. 5 disciplines dans une fédération, mais il faut savoir les gérer. Alors on a fait quand même des commissions, chacune gère sa discipline, en l'occurrence le skateboard qui est maintenant en jeu olympique, le roller, trottinette, le freestyle foot et le parcours. Comme vous savez, c'est juste question de gestion. Déjà, le fait d'avoir ce nom de Fédération royale marocaine, il fallait y travailler beaucoup et faire quand même que les gens croient en vous et croient en ces disciplines aussi. Nous avons commencé en 2017 en tant que comité national, devenu Fédération royale marocaine en 2018 grâce à notre président Jawad Awatef, que je remercie infiniment. La seule chose qui nous revient le plus au Maroc, c'est les infrastructures. Bon, nous savons qu'il y a déjà des skateparks, ce qu'on appelle des terrains de proximité, mais c'est juste des skateparks d'initiation. Il faut qu'on passe à l'étape suivante, c'est vraiment le perfectionnement. Et ça, il faut vraiment les infrastructures. Alors, petite coupure de connexion, est-ce que ça va se rétablir ? On avait encore d'autres questions. Est-ce qu'on a Mounir Messari avec nous ? Il est revenu. Mounir, on comprend l'effort qui est fourni, effectivement. Est-ce que vous avez de la visibilité dans le contexte actuel sur une possible prochaine compétition dans l'une de ces disciplines ? Normalement, nous avons prévu le championnat du Maroc de skateboard roller pour le 28 de ce mois, mais vu ce qui se passe actuellement avec les cas de Covid qui augmentent jour après jour, on attend effectivement de voir si ça va s'arranger un peu. Sinon, nos sécurités avant tout. On va voir si jamais ça s'arrange, on va faire le championnat. Sinon, on sera obligé de reporter la date du championnat.
L'ambition, c'est quoi au final? C'est d'inscrire toutes ces disciplines au JO, comme c'est déjà le cas pour le skateboard, pour la première fois d'ailleurs cette année à Tokyo. Exactement, c'est le grand jour, mon cher Wadir. C'est qu'aujourd'hui est un jour historique pour tous les riders du monde, pour tous les passionnés de skateboard. Nous avons la première médaille d'or en skateboard qui a été emportée par le jeune Yuto Origomi, qu'on a eu le plaisir de côtoyer grâce à nos athlètes marocains, en l'occurrence Bono, au Joe Tour aux États-Unis. C'est un jeune exceptionnel, à peine 22 ans. On l'appelle le 4x4 du skateboard, il n'a pas de limite. Nous avons aussi quelques Marocains qui n'ont pas de limite. Il faut juste leur donner une bonne infrastructure, un bon skatepark professionnel. Et croyez-moi, peut-être qu'on aura un Yuto marocain un jour dans les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup Mounir Messari, vice-président de la Fédération royale marocaine des sports urbains. Merci beaucoup, Wadia. Culture à présent avec l'invité de cette édition, un artiste à l'univers très particulier. Mohamed Saïd Chahir trace son chemin depuis quelques années dans le monde de la peinture et du dessin. Ce trentenaire autodidacte a trouvé sa voie après quelques détours professionnels dans le secteur bancaire et de l'hôtellerie, même si dès sa plus tendre enfance, son goût pour les lignes et les perspectives le prédestinait à inscrire son nom en haut des affiches de grandes expositions. Je suis venu pour vraiment peindre et essayer de... Mohamed Saïd Chahir qui est avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Tanger. Vous êtes établi pour venir jusqu'à nous. Alors, lorsque j'ai découvert vos œuvres, puisqu'on avait échangé pour tout se dire via Instagram, ce qui m'a frappé, c'est cette capacité que vous avez à masquer vos personnages sous des boîtes en carton. Pourquoi avoir décidé de leur cacher le visage ainsi ? Parce que je suis convaincu que le corps, il a beaucoup de choses à raconter en fait. C'est pour amener le regard... En fait, le corps, justement, c'est pour amener le regard sur le corps, sur le détail que ça dégage, sur l'histoire que ça raconte par rapport à son personnage. Donc je pense que finalement, le portrait, on ne peut pas le réduire dans un visage, mais on peut l'extrapoler sur l'ensemble du corps. Et en tout cas, les artistes, à travers le temps de l'histoire de l'art, ont parlé du portrait. Mais en tout cas, à ma manière, j'essaie de démontrer que finalement, on peut vraiment présenter un caractère et parler d'un corps et d'un personnage sans pour autant forcément avoir recours au visage. L'identité à travers le reste du corps, finalement. Exactement. Mais vous dites dans votre travail vouloir raconter le monde, la société qui vous entoure. C'est pas un peu paradoxal de raconter ces gens qui vous entourent, ces situations, sans dévoiler une part quand même importante de leur identité? Ça peut être contraignant à des certains niveaux. Mais en tout cas, je pense qu'en étant intéressé de ce que peut raconter un corps et en le masquant, on peut finalement présenter un personnage qui s'identifie à l'international finalement. Parce que quand je cache le visage de mon caractère avec une boîte, on ne sait pas trop s'il est marocain, tunisien, chinois, américain. Donc je pense qu'à travers justement la boîte, on peut exporter le corps qui est au centre le personnage qui est au centre de ma démarche à l'échelle internationale. D'ailleurs, c'est le titre de la série de travaux que vous avez fait, c'est In the Box. C'est Into the Box. Into the Box. C'est-à-dire, en tout cas sur le plan littéraire, c'est pas correct de dire Into the Box, mais en fait, je me suis senti à l'aise avec la nomination Into the Box que j'ai portée sur mon travail. Là aussi, c'est une manière de dérouter un peu le spectateur, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce type de personnage. Et l'idée, elle vous est venue, vous n'étiez pas encore complètement consacré au monde des arts, on va en parler dans un instant. Elle vous est venue en observant une scène, je crois que c'était à Tanger déjà. C'est une scène de combat, en fait. C'est un jeu d'enfant que j'ai croisé à Tanger. Je travaille dans un atelier, un open space avec d'autres artistes. Et en sortant pour ma petite pause, je suis tombé sur une scène de gamin qui jouait avec des box dans la tête en fait. Et c'est là où en fait j'ai eu le déclic d'essayer de transmettre l'image et de l'immortaliser à travers des peintures. Après je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi à chaque fois je reprends finalement le carton. Si c'était juste pour la reproduction d'une scène, je me serais arrêté bien avant quoi. Finalement j'ai compris avec un recul que finalement en fait j'ai un besoin d'inviter le spectateur à regarder autre chose que le visage. C'est vraiment la peinture, le détail, le drapé, parfois décor,
justement qui ont beaucoup de choses à raconter et à expliquer par rapport à leurs personnages. Des corps qui sont parfois un peu aussi torturés, qui sont... Torturés, déchus, décadents aussi. Décadents, absolument. Vous n'avez... Ils ne sont pas tout à fait esthétiques. Vous brisez aussi, là aussi, un certain tabou vis-à-vis de la représentation du corps, en plus de cette absence de visage. Ce qui frappe aussi dans vos œuvres, c'est cette finesse dans le détail. On a l'impression parfois que ce sont quasiment des photographies. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'expression d'un photographe refoulé en vous ? On va dire, en tout cas, moi, dans ma démarche, je n'essaye pas de rivaliser la photo par rapport à la qualité visuelle ou la qualité picturale dans ma peinture. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai quand même un rapport assez obsessionnel au détail. Je vais instinctivement au détail et j'essaie de creuser un maximum pour ressortir la sensibilité des objets que l'on voit à travers la peinture ou le dessin. Le photographe, il existe en moi, mais d'une façon un peu modérée parce que, on va dire, c'est une partie de mon process même. Aujourd'hui, je passe à la scénographie, je passe à la mise en scène, pardon. C'est-à-dire que je ramène des modèles vivants dans mon atelier, ils posent pour moi et je passe à la peinture. Je les prends en photo, ce qui est vraiment le métier d'un photographe. Le lien donc est établi. Le lien, il est là. La première toile que j'ai réalisée de Fight, en fait c'est la toile d'un combat, c'est là où j'ai recours à la photographie, que j'ai réalisée justement à la fondation Montresseau. C'était à l'aide d'un photographe qui m'a aidé et qui m'a énormément poussé à mieux comprendre mon travail, avoir une approche qui est plus ancrée sur le détail et finalement sur le concept de ma démarche. Parce qu'avant, je peignais à travers des photos que j'ai tirées d'Internet. Elle était bonne, mais en fait pas autant pour avoir une qualité d'image qui est plus poussée. Maintenant où j'ai pu avoir recours à la photographie, j'ai vraiment senti un changement ou un switch sur ma démarche. Parlons de switch. Donc, justement, au niveau de... Là, c'est sur la démarche artistique, mais il y a un autre switch qui s'est produit dans votre vie. Un deuxième switch. Voilà, c'est que dans une autre existence, vous étiez dans l'univers du secteur de la banque, de l'hôtellerie, et puis vous décidez du jour au lendemain d'envoyer tout ça derrière vous. Comment en fait, c'est une décision qui germait au fur et à mesure. Le plus j'avançais dans le temps, le plus j'étais intéressé à carrément quitter le travail pour me remettre un plein temps dans mon travail artistique. Parce que, j'ai jamais cru en plan B, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu être artiste de week-end ou peintre de dimanche. Donc à un moment donné, j'étais complètement décidé et convaincu qu'un jour ou l'autre, j'aurais fait que l'art. Et je ne vous cacherai pas non plus que, en tout cas, mon passage de la banque et d'hôtellerie m'a considérablement permis de développer ma démarche artistique, dans le sens où aujourd'hui je puise dans mon parcours de banque. Ce que vous réalisez. Ce que je réalise, que ce soit dans des expositions de peinture d'agences de banque ou de personnages. On aurait énormément de choses à raconter. En tout cas, votre parcours est passionnant. J'invite tout le monde à aller sur votre compte Insta où on peut voir pas mal de vos œuvres. On peut les voir également à la fondation Montresseau sur le site Jardin Rouge, c'est à Marrakech, et également à la galerie Chartres à Casablanca. Merci infiniment. Merci à vous, Saïd Chahir, d'avoir été notre invité dans Info Soir Week-end. Tout le plaisir est pour nous. Et si vous aussi vous avez un talent, n'hésitez pas à le partager avec nous en nous envoyant un mail à cette adresse infosoirweekend@2m.ma. Et pour finir, je vous propose ces images rarissimes, celles d'un léopard des neiges filmé dans l'est du Kazakhstan. C'est la première fois en 5 ans que l'animal est ainsi observé. La séquence a été enregistrée en janvier et février 2021, mais il a fallu plusieurs mois à l'ONG WWF pour la diffuser, car les appareils photo étaient installés dans des zones très reculées. D'après les dernières estimations, il resterait à peine une centaine de léopards des neiges au Kazakhstan, à cause notamment du braconnage et du surpâturage. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce dimanche 25 juillet, l'appel du ministère de la Santé à se faire vacciner, d'autant plus que désormais les centres de santé accueillent les patients 7 jours sur 7 et jusqu'à 20h. Voilà qui est dit. Dans un instant, que du sport suivi d'Al Masaïa présenté par Ahmed Hannaoui. Juste après, ne manquez pas votre soirée cinéma. Pendant la semaine, c'est Hassan Benbel qui vous accompagne. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour Info Soir Week-end, mais toujours même heure, même endroit.